je ne vous cache pas. Voilà ce qu'il y a sous mon oreiller. Voilà, il n'y a pas de secret. C'est une arme qu'on peut avoir avec justificatif de domicile, carte d'identité. Ce n'est pas une arme létale. Hein. Ce n'est pas le 44 de la police. Hein. C'est des balles en caoutchouc. 5 mois que la chambre à coucher de ce commerçant a des allures de camp retranché. Ça ne peut tuer personne. Alors cette arme est toujours sous mon oreiller, ici. Et à côté, je dors mieux, j'ai ceci. Voilà, une matraque électrique donc. C'est comme un film qu'il se répète sans cesse. Franck Cajot revit le récit d'une nuit blanche passée avec sa femme Véronique. C'était en septembre dernier, une nuit d'horreur. On entend juste une phrase. Qu'est-ce qu'on fait d'eux maintenant? Moi, je m'attendais une petite balle dans la tête chacun. Nous, on dormait profondément. Ma place est là, ma chérie est là. Donc, on a été réveillés immédiatement par 2 torches électriques et pistolets à bout de bras. En hurlant, le cache, le cache, le cache. Il est 3 h du matin. 2 hommes masqués viennent de s'introduire dans cette villa de Villeneuve-sur-Lot. Donc, il la projette hors du lit, comme ça, il la tire. Elle était nue. Tu as insisté pour t'habiller. Insisté. Franck Cajot est le patron d'une solderie. Les criminels sont persuadés qu'il garde beaucoup de cash chez lui. Donc, on arrive ici, voilà, dans cette pièce, voilà, là, il me dit « Ouvre le coffre ». Pour vider le coffre tranquillement, son agresseur le ligote aux mains et aux chevilles. Mais le malfrat ne trouve que quelques liasses et des bijoux. Persuadé que le commerçant a une autre planque, il le torture avec un couteau à huître. Jusqu'à ce que le sexagénaire lui montre une mallette avec la recette du magasin. Là, il attrape une enveloppe, il y a 1 000 € dedans. Il les balance sur la table, il me dit « Je veux pas d'un pourliche ». Il va derrière moi, il attrape le pistolet à barillet que j'avais donc dans mon coffre et je l'entends trafiquer le barillet derrière. Il met le pistolet sur la tempe et là, il tire. Et là, franchement, j'aurais eu quelque chose à lui donner, j'aurais donné n'importe quoi. Le cauchemar dure 45 longues minutes, une éternité. Les voleurs se sont enfuis et ils courent toujours. Ils laissent derrière eux un couple traumatisé à vie. Pour vous donner le petit exemple, une situation similaire. On est beaucoup critiqué, beaucoup de jalousie. Je suis sûr à 90% que j'ai été ciblé. Voilà. Puisque ça fait des années que je n'ai jamais rien caché. On est une toute petite entreprise, mais on me considère comme un bourgeois. Alors, je ne suis pas du tout bourgeois. Pas bourgeois, mais avant cette Jaguar, Franck Cajot roulait en 4x4 BMW. Des signes extérieurs de richesse qui ont fini par lui attirer des ennuis. S'en prendre à des privilégiés, l'idée n'est pas nouvelle. Pour la première fois, les policiers ont attaqué les ravisseurs alors que l'otage, Louis Hazan, est toujours aux mains de ses ravisseurs. Dans les années 70, le milieu s'attaque aux grands noms de l'industrie française. La famille du baron Ampin attend donc toujours que les ravisseurs fassent connaître leurs exigences. C'est l'âge d'or des kidnappings, bien souvent orchestrés par des figures du banditisme. De sources policières à Paris, on confirme bien que Jacques Mérine serait à l'origine de cet enlèvement qui s'est terminé sur le versement d'une rançon de 6 millions de francs. 40 ans plus tard, les rapts crapuleux existent toujours, mais les cibles ont changé. Commerçants, petits patrons, cadres, ils sont kidnappés contre rançon ou séquestrés à domicile. Chaque année en France, il y a 3500 homejacking et ce chiffre ne fait qu'augmenter. Requem, une petite ville tranquille à la frontière entre la France et la Belgique.
Côté belge, on se livre à de macabres pronostics. À qui le tour? Mes amis là, le garage del bar aussi là, aussi rentré avec beaucoup de brutalité, taper, frapper, l'argent, les bijoux. Lorsqu'il roule en ville, Georges Braille a du mal à chasser des visions d'horreur. 3 de ses voisins se sont fait séquestrer ces derniers mois. Un peu plus loin ici, c'est la maison qui ont aussi homejacké la maison aussi et la dame était toute seule. C'était quelque chose de très grave là, ils ont brûlé ses cheveux. Ils ont mis un papier enflammé dans sa bouche. Enfin, c'était terrible à voir. Ce commerçant, à la tête d'une prospère entreprise de fruits et légumes, pensait que ces agressions, ça n'arrive qu'aux autres. Jusqu'à samedi dernier. Ils commencent déjà à taper avant qu'ils demandent quelque chose. S'ils auraient demandé, on s'avait donné. Il y a un type avec une boîte, avec un colis, il dit il y a un colis, je prends le colis. Ce devait être un jour de fête, l'anniversaire de leur fille. Le couple croit d'abord avoir affaire à un livreur venu apporter un cadeau. Je lève le colis, c'était une boîte vide. Et en dessous, il y avait sa main avec un pistolet, un revolver. Moi, du coup, j'ai sauté dessus. Et puis, je me suis retrouvé par terre et il y en a un deuxième, un troisième qui est arrivé et je l'ai battu. Une agression en pleine rue, sur le pas de sa porte, avant que Georges Braille soit traîné à l'intérieur. Une personne entre 25 et 30 ans peut-être. Selon vous, c'est des Français qui sont venus faire le coup en Belgique, là? Je ne sais pas. En tout cas, il parlait français. Des Français, une piste probable, selon la police belge, toujours à la recherche de cette équipe ultra-violente. Qu'est-ce que c'est ça? Des bleus, rien que des bleus. Tellement que j'étais frappé. Mon arcade elle était ouverte, donc ça pendait. Et ça saignait. Bien sûr, ils l'ont recousu après. Hein. Très, très violente. De vrais La animaux. violence gratuite, quoi. La recette de la semaine, des milliers d'euros et des bijoux sont dérobés. Mais ce qui tourmente les Braille aujourd'hui, c'est une question sans réponse. Pourquoi un tel déferlement de haine contre eux? C'est pas expliqué qu'il y a des gens qui existent comme ça, qui font ça. Je ne sais pas. Ils n'ont pas de père, ils n'ont pas de mère, ils n'ont pas d'enfants. Ils n'ont quoi? Ils n'ont pas de sang dans leurs veines. C'est de l'eau. De l'eau. La plupart du temps, ce sont des petits délinquants à la recherche d'un coup facile. Dans le sud de la France, nous avons rendez-vous avec un homme de 34 ans. En 2012, il a été condamné par une cour d'assises pour 2 homejacking violents commis 2 ans plus tôt. Et du coup, vous êtes sorti quand? Eh bien là, ouais, au mois de mars de l'année dernière. Vous êtes resté combien de temps en tout? Incarcéré? En tout, presque 8 ans. Hein. Il a accepté de nous rencontrer en présence de son avocat. Bonjour, comment ça va? Eh bien, très bien. J'ai mis le temps à réaliser dans quoi je m'étais embourbé. J'ai mis le temps. Venez, on y va. Il était ouvrier dans le bâtiment, marié et père de famille, sans aucun antécédent judiciaire. Mais après un divorce difficile, il tombe dans la cocaïne et la délinquance. Des cambriolages dans un premier temps, commis avec 2 amis. Là, on était habitué à se faire 4, 5, 6, 7, 10 villas dans une journée, dans des quartiers assez huppés de différentes régions. Et voilà, on rentrait avec 200, 300, 500 grammes d'or, un peu de liquide, tout ça. Notre journée, elle était faite. Mais cet argent facile lui monte à la tête. Avec les autres cambrioleurs, il commence à lorgner sur les grosses berlines du quartier. Quand tu passes de l'autre côté, là, tu l'as vite ce regard de jaloux. Il n'y a pas d'autre mot, t'es un jaloux, c'est tout. C'est voilà, tu regardes bien, moi je veux celle-là, et tu vas pas te dire, ah mais je vais, demain j'ai la même. Demain j'ai la même, et même j'ai la sienne même. Nous, elle a commencé par ouais, des patrons d'entreprise qui gèrent environ, je sais pas, au moins 80, 100 employés. Bon, bah, tu sais déjà, ton jacking va te rapporter 15 000, 20 000. Une fois que t'es prêt, que tu sais comment tu vas le faire, et avec qui,
Le but, c'est de faire peur. Donc les armes, elles sont assez imposantes aussi, donc tu passes dans du fusil à pompe, dans quelque chose qui est assez lourd, assez gros, assez sombre également. Et puis, faut que ça se fasse vite. Tu sais où il est le coffre, tu t'approches du coffre, et voilà. La première séquestration leur rapporte plus de 10 000 euros. Alors, à peine un mois plus tard, ils ciblent un nouveau chef d'entreprise. Quand on est rentré dans la maison, il était censé n'y avoir qu'une seule personne, un gars. Et en fait, bah non. Il n'y avait pas qu'un gars. Justement, dans cette fameuse maison, il y avait un gars avec sa compagne et une mineure. Ça s'est passé comme pour un adulte. C'est voilà. Couche-toi, tourne-toi, bouge pas. C'est waouh. Mais il y a eu énormément de cris. Est-ce qu'à un moment, il y a une prise de conscience de « Ah tiens, j'ai fait du mal à ce point-là » Enfin, comment ça se passe à ce niveau-là? Il y en a qui diront « Ouais, c'est rien, c'est ci, c'est ça, tu sais pourquoi t'es là, tu sais pourquoi ci, tu sais pourquoi ça. » Ouais, mais il y en a qui ont une famille, mon gars. Il y en a qui ont des gosses, il y en a qui ont ci, il y en a qui ont ça, il y en a qui vont penser à autre chose. Et même si c'est qu'un flash qui dure 5 ou 10 secondes, et bah, ça suffit à te retourner le cerveau et à te dire « Putain, mais qu'est-ce que je fous là, quoi ?» Après, ça s'est arrêté là. On s'est calmé, on s'est, entre guillemets, mis au vert. Et on a recommencé. Et on a recommencé pourquoi? Parce que, bah voilà, parce que tu reviens pas à la vie normale. Tu reviens pas à ton petit salaire de smicard qui te suffit pas à vivre, mais juste à survivre. Rentable, peu risqué pour les délinquants, les affaires de homejacking font aujourd'hui partie du quotidien dans les cabinets d'avocats, bien plus que les braquages traditionnels. Aujourd'hui, de rentrer dans une banque, c'est devenu quasiment impossible. Il faut une très grande technicité et en même temps, on n'est pas certain que dans une banque aujourd'hui, avec la dématérialisation, il y ait de l'argent. Et pour mettre la main sur un magot, certains ont trouvé une combine encore plus efficace, cibler un proche, une personne de leur entourage. C'est l'histoire d'un enlèvement rocambolesque, il y a un an, dans le nord de la France. La victime, c'est un petit chef d'entreprise à la tête de ce magasin de cuisine. On me demande de pouvoir remettre 50 ou 100 000 euros en espèces. Et il y en a un des deux qui dit, voilà, si on n'a pas le montant voulu, tu seras mort aujourd'hui. Un matin d'hiver, 2 hommes cagoulés font irruption dans sa boutique. 2 inconnus, pense-t-il. Et là, il décide de mettre un sac plastique sur la tête en disant, voilà, tu vas plus bouger, et si tu bouges, de toute façon, on te casse les dents. Et il me met quelque chose de dur sur la tête en me disant que c'était une arme. Si je bougeais, si je faisais n'importe quoi, il me tirait dessus. On me met dans une voiture, c'est parti. À vive allure, la voiture s'engage sur l'autoroute. À l'intérieur, le commerçant est tabassé. Il ne sent plus son nez. Fracture ouverte. De là, on me dit que voilà, on va s'occuper de ma famille, qu'il y a une équipe qui est partie chercher ma femme, mes enfants, et que c'est mon fils qui me mettra une balle dans la tête. Un coup de bluff. Mais comment se fait-il que les voyous connaissent autant de détails sur sa vie de famille? À cet instant, il a un déclic. Il reconnaît un ancien employé. Et là, en fait, en regardant très près, son regard, tout de suite, j'ai dit, c'est quelqu'un que je connais. Et dès là, je l'appelle par son prénom. Et il me recoue encore plus, ouais. Le kidnappeur, un ouvrier qui lui a posé des cuisines pendant plusieurs années. Les 2 hommes s'étaient perdus de vue. Les policiers suspectent cet ancien salarié d'avoir tout monté. Jusqu'au choix de cette cité HLM du Pas-de-Calais, où ils conduisent leur otage dans un box. J'ai été attaché les 2 mains derrière le dos et scotché du haut en bas, toutes les jambes. Et ensuite, même chose tout autour du visage. Donc j'avais les yeux complètement bandés avec ce Chatterton. Il avait scotché la bouche et il avait juste mis il avait fait un trou, un orifice pour pouvoir y respirer de la bouche. Le calvaire dure plusieurs heures, et puis les coups s'arrêtent. Le silence s'installe. Les 2 hommes sont partis avec les cartes bleues de leur proie et la promesse de revenir quelques minutes plus tard. Et là, non, quelque chose qui arrive et qui me dit, voilà, il faut que tu te sauves, c'est maintenant.
Et je me suis dit, tiens, je vais tout faire pour essayer de passer mes mains à travers ce col-son, ce que j'ai réussi à faire en déboîtant un pouce. Donc j'ai, après ça, réussi à trouver un clou à terre qui m'a permis de craquer et d'arracher tout le chatterton qu'il y avait sur mes jambes. Et je cours, et puis voilà, j'appelle au secours. Vous avez beau être l'homme le plus courageux du monde, si l'on vous dit, tout en vous séquestrant et en commettant des violences contre vous, qu'il y a une autre équipe qui par ailleurs est en train de s'occuper de votre femme, qu'on est en train de violer, là vous perdez toute capacité de résistance, toute force. Et dans la mesure où cette libération n'a pas été volontaire, ce sont des faits que la loi qualifie de criminels, qui font encourir évidemment la cour d'assises. Interpellé, l'ancien employé et son complice risquent la réclusion criminelle à perpétuité, pour un butin d'à peine 800 €. Quant à la victime, lui ne veut plus de sa vie de patron. Aujourd'hui, il a vendu son entreprise et s'est exilé avec sa famille à l'autre bout de la France. C'était vraiment compliqué, c'était impossible pour moi de redémarrer quoi que ce soit, j'en avais pas du tout la force. Et puis aujourd'hui, c'est difficile dans le sens où ma femme ne va pas bien du tout. Ça pose beaucoup. Ce sera jamais plus comme avant, ça c'est sûr. Des chefs d'entreprise traumatisés, des voyous de plus en plus violents et des policiers débordés. De quoi faire prospérer le marché des sociétés de sécurité privées. Frédéric Villard a servi dans les unités les plus prestigieuses de la police pendant 18 ans. Là, tu vas être bien compact. Hop, tu vas reculer et tirer. Il a enquêté sur des dizaines d'affaires de séquestration, toutes plus sordides les unes que les autres. Un peu lassé, il a fini par démissionner. Aujourd'hui, il vend son savoir-faire à de riches clients. Voilà. Et renverser. Ce matin, c'est entraînement au flashball. Pour l'ancien flic, la riposte idéale en cas de homejacking. L'idée pour moi, en fait, c'est vraiment de proposer quelque chose qui soit dissuasif, parce que vous avez entendu la détonation. Si on est face au canon, il y a quand même une flamme qui sort de cet endroit, et la détonation correspond au bruit d'un fusil de chasse. Vous allez en acheter un, vous, alors ? Je suis très tenté, oui. Oui. Ça rassure, n'étant pas à la maison, c'est quelque chose que pourrait utiliser facilement ma femme. Je pense que quand on a quelque chose de ce diamètre face à soi, ça dissuade. Depuis quelques mois, l'autre formation que ses clients réclament, c'est un exercice de filature dans les rues de Toulouse. C'est bon pour toi ? C'est bon pour moi. Ok, c'est parti. Adèle dirige plusieurs boutiques de luxe. Donc j'ai cette petite camionnette blanche qui me suit. Je pense, non ? Je sais pas. Cet après-midi, elle apprend à repérer dans la circulation un faux malfaiteur. Donc pour le coup, il nous a laissés, donc c'était pas, tu vois ? Donc c'était une fausse piste. C'était une fausse piste, ouais. Elle n'a jamais été agressée, mais plusieurs de ses amis ont récemment subi des homejacking. Les jeux de piste de Frédéric façon polar ont déjà séduit plus de 200 personnes. Tu as un doute sur cette voiture. Ouais. Donc maintenant, on va faire plusieurs petits tests pour voir si effectivement elle nous suit. D'accord ? Mais sur ces tarifs, l'ancien policier garde le silence. Surtout lorsque l'on aborde la part la plus lucrative de son business. Transformer des villas en postes de contrôle ultra sécurisés. Chauffeur, bonjour monsieur. Vous allez bien ? Ouais, très bien. Quelques jours plus tard, sur la Côte d'Azur, inspection minutieuse du système de sécurité chez ce PDG franco-allemand. Pas de suite, donc, suite à la tentative d'intrusion que vous aviez eue en 2017 ? Non. En fait, c'était assez traumatisant pour ma femme. Et même moi, j'étais un peu surpris. Surtout, c'était à 3 h du matin. On a encore la vidéo, de temps en temps, on les regarde. Il y a 1 an et demi, au milieu de la nuit, 2 hommes pénètrent dans le jardin de la villa.
Le couple est réveillé par une première alarme. Il se barricade dans la chambre à coucher, les yeux rivés sur ces images. 2 autres alarmes se déclenchent. Les voleurs prennent la fuite. Depuis, Frédéric a fait installer un obstacle supplémentaire. Une fois par an, il vérifie son bon état de marche. Oui. Expliquez-moi, qu'est-ce qui est en train de se passer là? Qu'est-ce que c'est ça? Donc là, l'acte a continué, c'est-à-dire qu'il y a eu une effraction. À partir du moment où l'individu est entré dans la maison, on a un déclenchement du système de brouillard. Et là, en fait, on va complètement opacifier l'espace. C'est-à-dire qu'on ne verra absolument rien. Là, le tir est efficient depuis 7 secondes environ et vous voyez qu'on ne se voit plus. Efficace, mais le client de Frédéric voudrait aller encore plus loin. C'est quoi le modèle? 488. Surtout depuis l'achat de son dernier jouet. C'est ma maîtresse, d'ailleurs. Une Ferrari à plus de 250 000 €. J'ai travaillé dans le pétrole. C'était une vie difficile, mais aujourd'hui, on essaie de profiter. C'est une des raisons pourquoi on a un bijou comme ça. Et moi, je ne comprends pas qu'on peut avoir une certaine presque haine contre les gens qui ont ça. Une fois, on s'est arrêté à côté d'un avant dans un restaurant et ils nous appelaient des riches. Moi, je ne suis vraiment pas riche. Pas riche, mais prêt à débourser une fortune pour se faire installer le Graal de la sécurité. On peut discuter toujours un peu les panic rooms. Parce que c'est oui, bien sûr. Mais là, on est en train de finaliser les plans à ce niveau-là. Donc, on va revenir vous voir avec le projet. Mais on fera ça hors caméra. Ok, super. La panic room, une pièce refuge, un espace secret souvent aménagé dans un dressing ou des toilettes. Ce jour-là, le spécialiste high-tech de Frédéric Villard lui présente le projet d'une salle de bain blindée ou comment prendre sa douche dans un coffre-fort. D'accord. Et au niveau de la porte, qu'est-ce qui est prévu? On va la remplacer par une porte à galandage en applique qui sera blindée en fait, qui fera 40 mm. Donc ça nous permet en fait de résister à des balles de gros calibre, type Kalachnikov, et des petites charges explosives. Tarif minimum, 50 000 €. La sécurité des privilégiés est un business rentable, en plein développement. Entre 2015 et 2017, Frédéric Villard a plus que doublé son chiffre d'affaires.